What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. So we back at it pour un nouvel épisode numéro 83. Cet épisode, il va être quand même assez spécial parce que mon bro J7 n'est pas à mes côtés cette semaine. J7, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être là, mais inquiétez-vous pas, he's back really soon. Mais inquiétez-vous pas aussi parce qu'il est très bien remplacé ce soir parce qu'on a nul autre que le bro DJ Asma dans la place. Hey yo, merci de m'accueillir. Shout out podcast. Yeah man, vous savez déjà. Puis ça continue. On n'a pas changé de place. Vous savez déjà où est-ce qu'on est. On est au légendaire Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, holla Bodo, vous savez déjà où est-ce que ça se passe. Ensuite, vous connaissez aussi la famille de Smoke Signals Kanesatake. Il y a toujours des gros concours, des prix à gagner. Tout ça sur leur page Facebook. Allez chercher ça. Smoke Signals Kanesatake. Et pour finir, vous savez déjà, 2150 Rachel Est, vous trouverez la famille de Rare Drink, des boissons exotiques, des snacks, toujours une nouvelle batch pour vous régaler. Allez voir ça au 2150 Rachel Est. Let's get it. Yeah, donc aujourd'hui, on a un gros invité, comme à chaque semaine, mais c'est vraiment quelqu'un de spécial, un chroniqueur, un journaliste, un gars qui est venu de loin pour être ici aujourd'hui. C'est l'auteur de Les racines du hip-hop au Québec, tome 1, et vous pouvez l'avoir entendu à Radio-Canada, avec des articles pour Vice, pour Urbania. On a nul autre que Félix B. Desfossés. What up, bro? Salut, Yes, merci sir. de me recevoir. Toujours Merci un plaisir, beaucoup, bro. c'est vraiment Yes, nice. sir. Yeah, donc on est là pour te parler de ton livre, Les racines du hip-hop. Moi, j'ai pris ma copie à la librairie Racine. Oui. Un tome d'anthologie dans l'histoire du rap. Mais toi, t'es descendu aujourd'hui de Rouen, Ouais. un petit 9 heures de route. Ouais. Je voulais savoir, pour commencer, de grandir à Rouen, comment t'as Ouais. pu connecter avec le hip-hop? Écoute, c'est... moi, first of all, je trouve ça super important de le dire, mais je viens pas de la communauté hip-hop, puis je ferai jamais semblant de venir absolument de la communauté hip-hop. Je suis un punk. Je viens de la communauté punk. J'ai joué du punk rock toute ma vie, depuis que j'ai 13 ans, en fait, puis ça fait juste 6 mois que j'ai plus de band punk. Puis je suis rendu à 38 ans. So, j'ai passé... Ça fait 25 ans, Un ça, vrai genre? punk life. Genre, ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, puis j'ai fait des tournées quand même longtemps avec mes bands, puis tout. Fait que ça, c'est le vrai moi, tu sais. Mais la culture punk rock des 90s, c'était le skateboard. Et c'est là où, justement, on se rend compte, tu sais, c'est comme... Et particulièrement à Rouyn-Noranda, c'est comme tout le monde qui fait du skateboard. Tu peux pas avoir comme une gang de rappers qui parlent pas aux gang de punk ou whatever. C'est comme on se mélange tout le monde ensemble au skatepark, tout le monde chill ensemble. Puis d'un party, ben c'est comme ça va être autant, justement, le gars qui va arriver avec The Chronic, puis tout le monde est comme genre, oh, c'est quoi ce nouvel album-là, que le gars qui va arriver avec le nouvel album de NoFX ou Lagwagon ou whatever, tu sais, c'est dans le skatepunk, puis ces trucs-là. Fait que... ce qui est drôle, c'est que il y a des gars qui étaient dans mon entourage à Rouen, dans toute la gang de skaters, qui sont devenus des gros heads dans la scène hip-hop à Montréal. Puis je parle des frères Enzueto. Shout out Ghetto Érudit. Shout out Ghetto. Da Érudit. Dr. Enzu. Ouais. Ben oui, C'est ok. Enzu, justement, le grand frère. Ah, ils sont de Rouen-Noranda? Ouais, man. Eux Shout autres, out. entre eux, ben, ils sont guatémaltèques Yeah. via leur père. Fait que, mais eux s'appellent les Rouen-Noraltèques. C'est Ouais. c'est Big le shout nom out. qu'ils Big se sont shout out. trouvés. Man. Puis je trouve ça... J'ai toujours trouvé ça vraiment nice. Fait que j'ai demandé à Enzo, en fait, qu'il fasse la préface du livre parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le hip-hop, sur l'histoire du hip-hop au Québec, j'ai tout de suite été vers lui parce que c'était un de mes références. J'étais comme, man, je pense que j'ai trouvé des affaires. Ça t'a dit quelque chose? Puis il était comme, man, non, ça me dit rien pantoute. Puis là, ça a été comme un peu la première personne qui m'a pris au sérieux dans ces recherches-là, puis qui m'a validé, puis qui m'a aidé à fouiller là-dedans. Puis sachant tout son background universitaire, j'étais comme, OK, on a quelque chose là. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai grandi dans le punk rock. Puis tu sais, au milieu de nos shows punk, dans le fond, tu sais, des fois, t'avais comme un gars qui prenait le mic, puis qui venait faire une coupe de tonnes de rap. Puis ce gars-là, Ben, je sais. ce gars-là, c'était Anna de J, man. Qui est devenu Steve Jolin, man. Fait que tu sais, c'est comme cette espèce de scène-là qui est comme tout le monde était ensemble dans ce temps-là, tu sais. C'était quoi dans le temps? C'était les yo puis les skaters, là. Oui, c'est ça, C'était exactement. ça, mais c'est vrai qu'il y avait toujours une culture qui réussit. Le côté musical venait rejoindre les deux côtés. Ouais, Oh, dans les oui. vidéos de skate, Chad Muska, Stevie Williams, il y avait du rap. Puis c'était vraiment comme, si c'est ça les idoles, ça a popularisé la culture hip-hop un peu plus partout dans les régions, justement. Exactement, man. C'est beaucoup les vidéos de skate qui nous amenaient le hip-hop. Puis, gros shouts aussi à un groupe
très, très, très important pour ça, puis c'est Shades of Culture. Shades, il jouait dans les shows punk tout le temps. Il faisait les tours punk, il allait un peu partout. Puis ce monde-là ont comme contribué pour moi à rendre le hip-hop vraiment cool et accessible. Je me souviens encore même du vidéoclip de Mindstate qui jouait à Musique Plus. Puis encore aujourd'hui, c'est une de mes tunes préférées de rap keb ever parce que, man, le petit beat très soul qui est en arrière, tout le kit. Puis même dans le vidéoclip, il y avait le beatboxer au début. Crazy Noise. Crazy Noise. C'est un classique. Ça, c'est une chanson qui a fait le tour du monde. Ben, c'est ça, man. C'est des grosses Ils étaient tracks. combien dans le groupe, Shades of Culture? Ben écoute, il y avait DJ Choice de Dubmatic, first of all, qui était là. Il y avait DJ Storm, avec qui, man, on est sur le bord de commencer à travailler, en fait. Ouais, ça, on va en parler. Ouais. Storm faisait des gros beats. Ouais. Il y avait 2 MCs. Puis c'est ça, il y avait D-Shade, puis après ça, c'est qui l'autre? Oh my God, je m'excuse. Il n'y a pas de trouble. OK, Vous le direz dans les commentaires. Ouais, Ouais, c'est qui, c'est quoi? Mais Shade, c'est une de mes premières cassettes. Puis tu parlais de Dr. Anzu. Ouais. Ils sont allés à Montréal un peu, puis même les gars de skate, les gens sont allés vivre leur rêve. Mais moi, je sais que toi, tu es allé étudier en journaliste pour la musique. Oui. C'était comment de Oui. comme suivre ses rêves, quitter sa ville natale pour aller étudier le journalisme, mais non seulement le journalisme de la musique? Ah, man, pour moi, c'était... J'ai commencé à faire de la radio étudiante quand j'avais 14 ans. Fait Au que secondaire? Au secondaire, moi, je faisais la radio étudiante, je faisais spinner de la musique sur l'heure du dîner, tu sais. Puis, c'est naïf, man. Des fois, je me dis, je suis con. Hein. Parce que c'est comme, j'ai comme cru que, genre, je pouvais faire ça de ma vie, genre, parler de musique. Mais Ben, aujourd'hui, on est dans la meilleure époque pour pouvoir en parler. ben, c'est ça, en fait, c'est ça qui arrive, tu sais. Puis, C'est quand tu te rends compte que tu as aimé quelque chose pendant tout ce temps-là, puis maintenant, tu peux te faire... Ça devient presque des cours à l'université et tout. Tu peux être crédible et exact. écrire Puis, des livres. C'est ça, c'est vrai ça qui arrive. Puis j'y croyais de manière naïve, puis finalement, I made it happen. Tu sais, c'est comme, je suis arrivé en journalisme, puis je leur ai dit, moi, je vais faire du journalisme culturel, puis je vais parler de musique, puis ils m'ont dit, OK, il faut que tu choisisses une spécialisation. Puis je dis, OK, cool, je vais faire une spécialisation en histoire de la musique. Ils m'ont dit, ça n'existe pas. J'ai dit, ben, man, moi, je vais m'arranger pour que ça existe. Ils m'ont dit, ben non, c'est soit genre histoire, géographie, économie, des trucs comme ça. Puis j'ai dit, ben non, man. Je paye pour être ici, puis genre, je vais pas prendre des cours inutilement de quelque chose. Fait que j'ai fait histoire des Noirs américains, histoire de la chanson québécoise, histoire de... c'était quoi? Rock and Roll and its Roots à Concordia. J'ai même genre Go Out of My Way de l'UQAM pour aller à Concordia avec un gars qui est devenu mon maître à penser. Legit, Craig Morrison. Son cours, man, c'était... Tu sais, il retournait aux racines, en fait. Littéralement à... la guerre de sécession, tu sais. Puis quand tu retournes jusque-là dans l'histoire, tu commences à saisir vraiment tous les vrais struggles qu'il y a en arrière, de toute la création de plein de courants musicaux. Puis pour moi, ça a vraiment fait une différence. Ce gars-là a une passion incroyable et un respect incroyable pour les musiciens puis pour les créateurs, les artistes. Puis il m'a passé ça et j'ai commencé à faire des entrevues inspirées par ce que lui avait comme frame de questions, type de recherche qu'il faisait. Fait que lui, c'était vraiment un ethnomusicologiste. Moi, j'étais un vulgaire journaliste, man. J'ai jamais comme le know que ce gars-là, il peut avoir. Mais j'ai fait comme, OK, je look up à ce gars-là, puis je vais essayer de faire quelque chose qui va, que mettons, lui, il serait comme good. Fair Ok. enough, tu sais. So, il n'y avait pas le cours de musique en tant que tel, d'histoire de la musique que tu cherchais. Donc, tu allé chercher une coupe de C'est ça. cours qui pouvaient comme façonner tout ça. Puis t'as pris Exactement. l'approche. Parce que Concordia, c'est une excellente école journalistique. Ah ouais, hein? Et puis, quand même, Concordia devait être relié au rap back then. Je pense que de Dawson, puis les freestyles, le monde allait à Concordia ensuite dans les rec rooms. I wish I knew, mais honnêtement, j'ai été juste à Loyola. Ah, ok, ouais. Fait qu'en Mais plus- NDG, donc. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est tout ce que j'ai connu, puis j'étais comme genre, oh, je me sens comme sur une université américaine avec l'UQAM. C'est J'étais un loin des de seuls ça, man. campus, Mais c'est le quartier aussi là-bas, tu sais, on en parle beaucoup Oui. de Little Burgundy, NDG et tout, donc t'étais quand même dans un endroit riche en histoire. Ouais, puis tu vois, NDG, j'ai commencé à me tenir là beaucoup aussi après parce que j'avais un ami qui s'appelle Alex Taylor, Crowshout, c'est un geek de musique incroyable, puis ce gars-là, il m'a passé beaucoup de connaissances à propos de l'histoire de la musique à Montréal. Lui, je pense qu'il est né d'un, mettons, père anglo, mère franco, puis fait qu'il y avait comme toute la richesse des deux histoires, mais c'est un geek total de records, puis là, à un moment donné, quand il a catché que moi, je collectionnais les disques, il a fait comme, OK, je vais te donner des informations, on va échanger ensemble, puis tout, puis à partir de là, moi, je suis devenu un geek, man. So, À tu partir de là, collectionnais des disques. Ouais, moi, je suis un collectionneur de disques à bord. Je suis un collectionneur de tout, en fait, là, mais Puis ça a parti de surtout où? de Je sais disques. pas si, mais
Ça a été vite fait. C'est quoi là, le Sparkle qui a fait J'en veux plus? Quand OK, il y a 2 affaires. À un moment donné, un grand-père qui m'a fait écouter Hound Dog d'Elvis Presley, puis là, il m'a dit, ça, c'est un 45 tours, puis là, il y a un diamant au bout de l'aiguille, puis là, quand tu mets ça, faut que tu fasses attention, puis là, ça a parti, man, puis c'est comme genre, wow, OK. C'est un gros hit jukebox. Puis on écoutait, tu sais, un trésor. Il avait sorti ça de sa cave, puis tout. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai acheté un disque de NoFX quand j'étais un 7 pouces. J'avais pas d'argent, man. J'étais un petit skater, 13-14 ans. Puis la seule affaire que je pouvais me payer à l'Oblique à Montréal, la première fois que j'allais dans un vrai magasin de musique, j'avais 10$ dans mes poches. Puis je pouvais pas me payer un CD dans ce temps-là parce que les CD, c'était 20$. Mais il y avait des 7 pouces, des vinyles, des 45 tours sur le bord du comptoir. Puis il y en avait un NoFX, je l'ai acheté. Puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y en avait juste 500 copies sur la planète. Puis là, aujourd'hui... Ça vaut des milliers. Ben aujourd'hui, celui-là, il vaut pas des milliers, mais il vaut genre 150$ aujourd'hui. Puis je suis comme, ouais, man, hein? c'est genre la première pièce de ma collection, là. C'est nice. Puis Ouais. tu parlais un peu de ton approche historique pour les bases de la musique. Je pense que aussi, même côté universitaire, la base de ton livre, ça vient, comme on ferait pour une maîtrise, d'une question. Puis, correct me if I'm wrong, la question, c'est quoi le premier enregistrement de rap Ouais. ou c'est quoi la première révélation rap à Montréal. Et c'est un peu pour contrer ce qu'on a entendu dans le passé, que c'était Lucien Francoeur ou le Rapabilly ou RBO. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu réponds aux gens qui diraient, ben, la première chanson de rap, c'est le Rapabilly, n'est-ce pas? Ouais, exactement. C'est ça qui est fou, c'est que Craig Morrison, justement, je trouve ça le fun qu'on ait parlé de lui en premier parce qu'il m'a fait comprendre qu'il n'y a jamais un premier. Puis on a compris des affaires aussi que toute l'histoire, mettons, de la musique afro-américaine aux États-Unis était toujours pas racontée, était toujours placée en dessous, dans le deuxième ordre versus l'histoire de les Blancs qui avaient comme fait mieux, genre, whatever. Elvis a inventé le rock. Exactement. Puis lui, il disait non, c'est bullcrap. Je veux dire, Elvis, il n'a pas inventé le rock'n'roll. Il a juste pris des trucs qu'il entendait, des trucs qu'il aimait, puis il l'a rendu populaire parce qu'il était blanc, puis que le système aux États-Unis en place acceptait pas un black, mais acceptait un blanc. That's it, tu sais. Parce qu'Elvis, le reste, il faisait juste. Man, à Memphis, il allait voir des artistes blacks quand il. Tu sais, je veux dire, des That's Alright, Mama, je veux dire, c'est Archer Big Boy Crudup qui faisait ça, puis. C'est un black, là. C'est du rhythm and blues qui faisait Elvis. Anyways, tout ça pour dire que... Ah, c'est toujours le fun à savoir. Ben, c'est Ben oui, ça, tu sais. l'histoire du rock, c'est vraiment les blacks, là. Little Richard and all that. C'est toujours ça, exactement. Tu sais, c'est comme... Fait que lui, c'est un peu ça qui m'a amené comme réflexion. Puis là, j'ai fait comme, OK, what if qu'au Québec, ça se pourrait que ce soit ça aussi pour le rap? Parce que je me faisais dire, moi, que le premier qui avait fait du rap, c'est Lucien Francoeur. Puis... No diss à Lucien Francoeur parce Autre que chose, je l'adore. All Day, shout Exactement. out. Gros artiste. Oui, vraiment beaucoup de respect. Poète, rock, de la contre-culture incroyable. Cependant, il a fait une toune de rap, qui est le Rapabilly dans les années 80. Ça a été un méga gros hit, c'était en 1983. Fait que là, les gens commençaient à dire que c'est la première chanson de rap parce que c'est la première qu'ils ont entendue en français au Québec, etc., etc. Puis... Lui, vite fait, excuse-moi, lui, il l'a jamais claim. Ça n'a jamais été quelqu'un qui l'a essayé de claim, qu'il a fait Il l'a ça. pas contré non plus, peut-être? Disons parce Non, que... c'est une bonne question, Écoute, si tu y parles à lui, il va pas dire que ça, c'est la première tune de rap au Québec, mais il va dire, moi, j'ai été pré-rap, j'ai été pré-punk, j'ai été pré-metal, j'ai été pré-tout. Et avec Autre chose, c'est vrai, parce que, tu sais, ce qu'il faisait avec Autre chose, c'est que c'était de la musique rock, puis par-dessus, il déclamait ses poèmes. Fait que, il criait un peu, tu sais, il chantait pas. Fait que, tu sais, c'était comme... Rhythm and Poesie. Trop tôt, là. Ben, c'est ça qui arrive, tu sais. Fait que c'est comme, tu peux pas y enlever ça. Il faisait ça, mais c'était par-dessus du rock. So, c'était pas culture hip-hop. c'est ça. Non, Puis c'est 83 aussi. The rap has ben, been there. Là. c'est ça, ben, tu sais, Autre chose, c'était dans les années 70, mais effectivement, le Rapabilly, là, c'était en 83. Puis, ce qui arrive, c'est que le Rapabilly, pour lui, c'est un peu une joke, tu sais, c'était comme... il était rentré au studio le matin, il savait pas quoi faire, il a écrit son texte vraiment vite, puis après ça, tu sais, c'est devenu le Rapabilly, mais tu sais, c'est comme en plus une référence au rockabilly, puis tu sais, c'est qui est comme le style de musique qu'Elvis faisait justement à cette époque-là. Fait que tu sais, c'est pas vraiment ça. Puis Lucien était surtout pas conscient de l'existence de la culture hip-hop. Et c'est là que je réponds à ta question vraiment, Asma. Dans le fond,
on le sait, la culture hip-hop, ça dépasse juste le rap. C'est comme tous les autres éléments de la culture, que ce soit justement le beatboxing dont on parlait tantôt, que ce soit le graph, etc. J'ai pas besoin de vous expliquer tout ça, mais le commun du mortel a besoin de se le faire expliquer. Et c'est ça le problème, c'est que le commun du Québécois moyen, c'est pas qu'il y a toute une culture derrière ça. Les gens qui regardent La Fin des Faibles, il faut que tu les éduques à travers tout ça et tout. Ben, Tu vois, il y a des gens qui en ont besoin, bro. Il faut que tu leur expliques c'est quoi un ça. cypher, c'est quoi tout ça. Ceux qui arrivent, qui sont nouveaux, puis qui Il y a sont un peu- comme initiés à ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut dire aux gens, Lucien, il a peut-être fait une toune de rap, mais c'était comme, ça vient pas de la culture hip-hop. Et moi, je me suis dit, qui était dans la culture hip-hop à Montréal? Qui représentait ça? Et c'est là où, justement, on a commencé à retrouver tout ça. Et l'espèce de comparaison que je fais, c'est que si, mettons, on parlait de peinture, OK, et que Lucien Francoeur était un peintre. S'il avait fait de l'art abstrait toute sa vie, tu sais, genre, tu sais pas c'est quoi qu'il fait, man, de l'art abstrait puis tout, puis c'est super gros IP, l'art abstrait, gros respect. Puis là, à un moment donné, au début des années 80, man, il arrive, il fait comme une toile, c'est un paysage. Puis là, le monde sont comme genre, oh shit, c'est le premier paysagiste, man, au Québec. Ouais. C'est ça se ferait pas dans d'autres disciplines de dénommer quelqu'un, C'est ça. d'être un pionnier. Puis c'est parce qu'on n'avait pas fait les recherches, puis C'est on ça. accepte ça. Shout out Bob Ross. Man, gros shout à Bob Ross, t'as-tu vu, j'ai un tatou de Bob Ross. Oh, R.I.P. je l'ai collé. Un autre pionnier. Ben ouais, gros man, gars. gros shout, ça, Bob Ross, man, plein de love, pour vrai. Faut que je finisse son documentaire. Ah non, faut que tu vois ça, man. C'est fou, il est trop sweet, le gars, pour lui. Mais, Fait que Revenons-en. là, tu dis, t'as commencé tes recherches, puis je pense que t'as fait une rencontre qui a comme déclenché que, oh, I got something. C'est pas le premier, il y a quelqu'un d'autre. ben, C'était c'est qui? ça, exactement. Dans le fond, j'ai commencé à faire des recherches un peu, puis je suis tombé sur la page Facebook d'un gars qui s'appelait DJ Flight Almighty. Puis lui, il disait, genre, dans sa bio, moi, man, j'étais déjà DJ début des années 80 à Montréal, je faisais spinner du hip-hop, toute l'équipe. J'étais comme, OK, man, peut-être qu'il y a quelque chose là. Fait que je t'écris sur Facebook, genre comme, puis on parle de 2012, là. Puis il me répond genre comme oh ouais man, blabla, il commence à m'expliquer un peu tout ce qui était DJ quand il était jeune, puis tout le kit. Fait que je dis on peut se rencontrer, on ferait une entrevue pour Bande à part. Je travaillais pour l'émission Bande à part de Radio-Canada dans ce temps-là, puis Big up. c'était l'émission sur les musiques alternatives, tu sais. Il laissait de la liberté au monde de toucher des sujets qu'on parle pas normalement. Ouais, exactement. Fait que il vient me voir, man, puis là, il commence à me dropper plein de noms. Ah ouais, il y avait Blondie B, il y avait Wavy Wanda, Baby Blue, il y avait DJ Ray, il y avait Sean Wan, il y avait... Tout le monde était à l'émission de Michael Williams, puis il y avait un tel, puis une telle, puis là, j'étais Tous juste des comme... noms qu'on n'a jamais entendus. Là. C'est ça, là, j'étais comme... Puis lui, il me racontait ça tout naturellement, comme si c'était comme... Ben, j'étais juste comme, mais bro, pourquoi, comment... Voyons, c'est quoi D'où l'affaire? tu sors, bro? Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce monde-là, puis que là, toi, tu fais juste les nommer comme on top of your head, comme ça, comme si c'était comme l'affaire la plus naturelle. Il y avait comme... Fait que là, j'étais comme, il y avait une scène hip-hop à Montréal. Oui, même. Puis lui, il avait l'air d'être surpris que moi, je le sache pas, tu sais. Les DJ, c'est des encyclopédies. Puis c'est sûr qu'ils se rappellent des noms, mais eux, ils faisaient des spectacles. Ouais. Puis ils jouaient leur musique. Donc ça a dû être un nouveau monde qui s'ouvrait envers toi. Puis t'es allé parler aux autres artistes, right? Ben, c'est ça, exactement. À partir de là, j'ai essayé de trouver chacune des personnes que lui m'a nommées. Mais là c'est comme, là, trouve-les sur Internet, trouve leur vrai nom, etc. Puis le kit. Fait qu'il y en a que j'ai réussi à trouver. Michael Williams, ça a été assez facile de le trouver parce que lui avait été animateur à Much Music après. C'était Pour moi, c'est lui le GOAT dans le livre dont tu parles. Là. Ouais, c'est ça. J'ai adoré Lisez le son livre, on histoire, va pas tout révéler, mais Mike Williams, nous deux, on a dit, c'est vraiment ce qui ressort là, comme Il- personnage principal. Ce gars-là, il est incroyable. Encore aujourd'hui, tu sais, c'est un vrai geek de musique. Quand je parle au téléphone avec, c'est 2 heures minimum, man, puis on parle de toute la musique, de toute l'histoire. C'est incroyable, tu sais. C'est vraiment il est trop real, il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Mais Michael Williams, je l'ai appelé, puis sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, t'as-tu parlé à telle personne? Là, je suis là, non, je cherche. T'as-tu parlé à telle personne? Non. Il dit, quand tu auras parlé à tout ce monde-là, rappelle-moi. Do your homework. Exactement, man. Il m'a envoyé faire mes devoirs. Parce qu'il savait que si je commençais à parler avec là, puis j'avais pas toutes les références, on parlerait pas le même langage, on parlerait pas la même affaire. Fait que, C'est un move d'avance parce que je peux comprendre, genre, je veux faire une entrevue, je veux faire un article. Ouais. Puis tu sais, donne-moi l'information, puis je le fais. ouais. Probablement que cette recherche t'a peut-être mené. Parce que ma prochaine question, c'était une fois que les entrevues ont commencé, c'est quand que ça a décliqué yo, c'est pas juste un article, faut que je fasse un livre. Bon, ça a été assez rapide quand même à l'intérieur de, je te dirais, rendu en
printemps 2013, on savait qu'on voulait faire un documentaire web avec ça. Nice. Ok. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Bande à part a fermé en juin 2013. C'était Repose en paix. c'était l'époque des coupes des conservateurs, etc. Radio-Canada devait couper à plein de places. Ils ont coupé Bande à part, puis notre projet est mort là. Fait que moi, le projet est comme mort là en même temps. Puis, il y a comme un autre projet qui a comme embarqué, puis qui a pris le dessus. Pour je sais plus quelle raison, mais c'est un projet sur l'histoire du métal au Québec. Fait que là, j'ai commencé à écrire sur le métal. Encore une fois, pas ma scène. Moi, je viens du punk, mais j'aimais le métal aussi, man. Il y avait des métalleux à Rouen, man, qui venaient au skatepark, man. Il y a une grosse histoire au Québec. Ce livre-là, c'est une référence. On là, si dirait vous qu'il y a une êtes grosse intéressé, histoire hein. à Rouen aussi. Là. Aussi, c'est huge. Ouais, le métal, ça a été immense à Rouen, man. Dans les début des années 2000, tous les gros bands internationaux venaient tourner à Rouen. Tu vois comme les tour shirts, là, les tour tees, genre. Puis tu vois comme, genre, Montréal, Chicago, New York, Toronto, Rouen, genre, puis après ça, Boston, genre, puis quoi? Qu'est-ce que ça fait là, genre? Mais c'est ça, parce qu'il y avait comme une grosse scène. Fait que c'est sûr que ça m'a beaucoup motivé à écrire là-dessus. Mais il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à écrire là-dessus. Fait que là, ben, ce projet-là sur les pop est tombé en veilleuse parce que là, je me suis lancé à fond dans le métal. Quand je me lance dans quelque chose, je le fais pas à moitié. Puis là, le truc sur les hip-hop est comme resté un peu en suspens. Je me suis dit, bon, là, je vais écrire à propos de ma scène à moi. J'ai commencé des recherches sur l'histoire du punk. J'ai publié des trucs avec Vice sur l'histoire du punk. J'avais retrouvé le premier punk au Québec. Puis tout, je me disais, OK, man, ça se passe là. J'ai ce qu'il faut. Ça se prépare. Puis à un moment donné, out of the blue, sur LinkedIn, je reçois un message d'une fille qui dit, salut, je suis Blondie B. J'ai entendu dire que tu me cherches. Là, je suis comme, LinkedIn. Damn, shout out tous les réseaux. qu'est-ce qui se passe, man? C'est ça, LinkedIn? J'étais là, man, je me rappelais même pas que j'avais un LinkedIn, pour vrai. Qui check son inbox de LinkedIn? Écrivez dans les commentaires. Non, mais C'est que des messages sponsorisés. Là. j'avoue que, tu sais, jamais. je l'ai Shout out. repimpé depuis, là, vu que je suis rendu pigiste maintenant, mais dans ce temps-là, je m'en servais pas pantoute. Puis là, elle me dit, j'ai entendu dire que tu me cherches. J'étais comme, oui. Puis là, à partir de elle, elle m'a mis en contact avec plein de monde. Et là, ça a vraiment reparti le projet. J'ai publié son truc. Elle a dit, elle a entendu que tu l'as cherché. Ouais, et honnêtement, j'ai jamais demandé où qu'elle a entendu ça, ou peut-être qu'elle a Ça fait un truc mafieux, oh man. Non, mais c'était un peut-être qu'elle peu a comme ta googlé bête son noire. nom. Comme... Je sais pas. Tu sais, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est une fille d'origine russe qui était bilingue, elle rappait en anglais. Il y a ok. tellement de personnages. T'as des breakdancers frères, t'as des DJ, t'as des MC femmes. C'est ça qui fait l'histoire du rap au Québec. Ouais. Mais je pense que, quand moi je lisais tes trucs au début, avant le livre, Blondie B, c'était comme, j'ai trouvé elle, she's the first rapper in Quebec, C'est puis ça. toute une histoire, tu Mais sais. c'est ce que je pensais. Puis là, après ça, as it turns out, non, c'est pas la première. Tu sais. Puis elle, tu sais, c'est comme... il y a comme d'autres mondes avant elle, comme DJ Ray. Puis là, je parle de DJ Ray récemment. Tu sais, ça a tout pris pour trouver DJ Ray aussi. Le gars, tu sais, il s'appelait DJ Ray parce qu'il a commencé comme DJ. Puis là, tranquillement, à la fin des années 70, son père était jamaïcain. Il faisait les soirées jamaïcaines dans Little Burgundy comme Big DJ. Sound Systems. Tu sais, puis là, lui, il était comme kid, il regardait son père faire, puis là, il apprenait même le métier de DJ, puis tout le kit, puis il est devenu DJ super naturellement. Puis à un moment donné, il a commencé à hype le crowd par-dessus, throw your hands in the air Les like you toasts just aussi. don't care. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, tranquillement, il a commencé à MC par-dessus ces trucs. Fait qu'il est devenu le premier MC au Québec, mais il se faisait encore appeler DJ Ray parce que c'est un DJ. Et c'est là que tu vois, juste dans son nom, le gars a toute l'histoire de la naissance Exact. du MCing, tu sais. Parce que, C'est fou. tu sais, il y a beaucoup de liens avec New York dans ton livre, puis je vais laisser les gens lire, du monde qui importait des disques, mais il faut se rendre compte que même aux States, l'histoire du rap, c'est animer les soirées. Le DJ qui est peut-être un MC aussi, c'est in the club pour un party que le premier rap s'est créé, manifesté. C'est ça fait la même chose. Ouais, puis à Montréal, ça. c'est parallèle. C'est pour ça que ça va aussi back in the day. C'est ça. C'est ça qui est important dans ton livre. Et là, des gars comme Flight, qui était là à la fin des années 70, début des années 80, puis DJ Ray, eux autres, ils commencent à me parler de d'autres DJ qu'ils ont vus à l'époque. Fait que là, ils me parlent de DJ Wiz, ils me parlent de DJ, je me rappelle Prince, man, j'oublie quelques noms, parce que là, c'est vraiment des old school que j'ai pas pu retracer ou qui sont juste morts aujourd'hui, mais il y en a qui sont encore en vie à qui je veux parler pour la suite, parce que là, on parle de gars qui ont été les premiers à faire, mettons, du cut and scratch, là, vraiment genre mixer beat sur beat ou des trucs comme ça, dans les premiers DJ à importer vraiment les techniques qu'ils entendaient à New York puis tout. Fait que ces gars-là, il faut leur parler aussi, parce qu'il y a ceux qui sont encore en vie. Et quand je dis qu'il y en a qui sont morts, c'est ça l'affaire, c'est que tranquillement aussi, c'est une génération que les plus vieux,
ils disparaissent tranquillement. Tu sais. Puis c'est important de leur parler. Tu sais. Ouais, c'est le bon moment. Puis ce que j'aime aussi du livre, il y a beaucoup d'images d'archives. Je suis sûr que tu collectionnes les posters de spectacles aussi. Man, mais il les y avait vieux un journaux, gros show tout. de Big Daddy Kane Ouais. featuring tout le monde. Puis Oui. j'aimerais que tu nous parles un peu de ce show-là. Oui. Parce que si on avait à prendre une machine à revenir dans le temps, par rapport à l'histoire du hip-hop du Québec, peut-être que moi j'irais là-bas. Fait que c'était quoi ce show-là? Sincèrement, ce serait une bonne soirée. Ouais. Tout le monde, finissez l'émission, puis après, vous irez voir, mais il y a un petit bout de vidéo de ce show-là Nice. sur YouTube, OK? Puis c'est juste l'entrée de Big Daddy Kane puis ses danseurs sur le stage. C'est dans un gymnase d'une école secondaire, dans NDG ou quelque chose comme ça, là. Je me rappelle plus de la place précise, mais tu sais, son entrée sur scène, man, avec ses danseurs, man, c'est débile. là. Puis c'est juste C'est un un petit gros show, bout. man. C'est un gros show. Tu vois tout le crowd qui est Il y là. avait puis tu combien dis, de monde, tu penses? peut-être 3, 4, 100, 500, je shit. sais pas. C'est un gymnase plein, mettons. Tu sais. Shit, ok. Ouais. C'est un immense artiste pour Puis là, on est venir en à Montréal, 89, là. c'est ça. Puis là, les gens qui sont en première partie, Flight, il est là. Je pense qu'il est maître de cérémonie de la soirée. Freaky D, qui était aussi une MC dans ce temps-là. Moi, je pense que c'est elle qui a fait le premier enregistrement, qui a commercialisé le premier disque qui vient vraiment de la culture hip-hop. Elle a fait un disque qui s'appelle de 2 tracks, un 12 pouces. Au Québec, à Montréal, au Au Québec. Québec, ouais. Wow. Est-ce que tu C'est l'as? une femme. Oui, oui, ta je l'ai. collection? Oh, Oh, oui, oui, real oui. things. Puis le pire, c'est que il y a personne qui a encore vraiment flashé sur le fait que c'est une pièce d'histoire importante. Au musée un jour. Fait que mais ce Inch'Allah. disque-là, tu peux l'acheter sur Discogs, Ouais, là, 5 piastres. Je vais aller cliquer Ouais, après. oui. Ça serait bon d'avoir un musée de hip-hop du Québec. Man, moi, j'avais cofondé le musée du rock'n'roll du Québec avec le but. Ouais, puis on a fait plusieurs expositions, la naissance du rock'n'roll au Québec, le yé-yé, le métal, puis là, ben, on aurait pu justement aller vers le hip-hop, etc. Parce que Ouais. c'est comme. Mais là, ça a fermé. Moi, je suis déménagé à Rouen, je suis retourné dans ma région, puis. Shout out à Rouen. Ouais, c'est une chance qu'il y ait une belle scène culturelle à Rouen, sinon je vivrais pas là, mais on a vraiment une scène culturelle le fun. Beaucoup de musique, puis tout. So, pour revenir à ce que je disais, ben, Freaky D était là, était une des MC de la soirée. Il y avait, je pense, LDG aussi qui était là parmi les gens. Lui, c'est un DJ vraiment important. Il était avec Flight. Ils ont eu une des premières émissions de radio, Sound Supreme Radio Show. Fait après Michael Williams, l'émission suivante, ça a été ça. Un gars comme DJ Choice de Dubmatic et de Shades of Culture, il m'a raconté que sa première expérience professionnelle devant public, mettons comme DJ, c'est au Sound Supreme Radio Show Nice. de Flight. Puis et de Trey, c'est une LDG. légende qui a beaucoup influencé l'histoire du rap à Montréal puis au Québec. Puis tu parles de la radio, c'est ça qui est important aussi parce que il y a des enregistrements Ouais. qui ont été faits pour la radio. On promote Voilà. un spectacle, je fais un track, c'est du rap. Ouais. Et les jeunes, sur leur cassette, ils écoutent. Fait que les gens, ils devenaient des superstars, même si on les connaissait pas, puis grâce à toi, on les redécouvre. Dans ce temps-là, c'était comme, ben oui, je t'ai entendu à la radio. Ouais. Fait que la radio, ça reste important dans le hip-hop jusqu'à aujourd'hui. On est les gardiens de la culture, je te dirais. C'est essentiel, la radio là-dedans, parce que l'émission de Michael Williams, tu sais, c'est le samedi soir. Lui, il a le mandat de mettre de la musique de club. Ça s'appelait Club 980, c'était la chaîne AM. Faire danser le monde toute la nuit. Là. Puis là, c'est ça. Lui, c'était comme le gars, lui, était DJ déjà à Montréal, dans plein de places. Puis le propriétaire de la station, il a dit mets de la musique qui va faire danser le monde, c'est samedi soir. Il a dit parfait. Fait qu'il a commencé à intégrer du hip-hop là-dedans. Puis là, il y a des gars du rap. Tu sais, puis là, il y a des gars qui ont dit comme Chris, il y a du rap, man, qui joue dans cette émission-là. Il n'y a pas de rap nulle part d'autre à Montréal. On est en 81-ish, mettons. Fait que ça, c'est un DJ Ray avec Sean One. Et puis, hey man, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas nommé, mais Butcher T, man, c'est leur DJ. Big Butcher names. T, c'était le DJ à tout ce monde-là. Puis il fait encore de la radio. Tu parles de l'importance de la radio. Le gars, il est encore actif aujourd'hui. Méga respect à ce gars-là. Il est sur les photos dans le Big up. livre dans 83-84. Il était DJ en radio, tout ça avec eux. En tout cas, Puis ces gars-là invitaient des artistes aussi. Oui. Viens perform. Puis c'est Oui. comme la plus grosse performance de ta vie. Tout le monde t'écoute. You gotta go. Puis je pense que ça a lancé la carrière de certaines personnes, right? ben c'est ça, c'est que là, c'était comme un cypher, finalement, live, littéralement. Genre, tout le monde était autour de la table. Puis, justement, Michael Williams faisait l'animation. Puis Butcher T, il partait Ouais. une tune ou quelque chose comme ça. Puis les autres étaient tous autour de la table. Puis ils allaient avec des freestyles ou genre une coupe de bars qu'il y avait. Puis tout le kit. Puis, fait que là, t'avais Blondie B, t'avais Wavy Wanda, t'avais Baby Blue, t'avais. Ça, c'est Sweet toutes des Teddy femmes, Bear. hein? Ça, c'est toutes des femmes. C'est ça qui est fou. Freaky D aussi, c'est une Pionnière. femme. Il y en a d'autres aussi là-dedans. Fait que, puis c'est Michael Williams qui a dit à DJ Ray, j'aimerais ça que tu trouves des femmes parce que ça ajouterait de la diversité. Puis il y en avait plus dans ce temps-là. C'était-tu pour faire des pubs? Au début, c'était ça. Au Yeah. début, là, C'est parti de ça. c'est DJ Ray, quand il est allé le voir, puis qu'il a dit, man, tu fais jouer du rap, moi, je vais faire un show la semaine prochaine, on peut-tu promote mon show dans ton émission? Il a dit, ouais, on peut le faire, on va faire tirer des billets, puis la patente, il a dit, qu'est-ce que tu dirais que je fasse un petit... Jingle. C'est ça, un petit jingle pour ton émission, je vais rapper par-dessus.
Ben, c'est ça qu'on a retrouvé, man. On a ça maintenant entre les mains, ces premiers enregistrements-là, les jingles, où c'est le premier rap enregistré par quelqu'un de la communauté hip-hop dans un studio. Ça a été diffusé. Et ça va sortir éventuellement. Yo, tu t'imagines, t'es en 1983, t'es en train de faire du hip-hop, bro, c'est tout nouveau, tu sais pas, t'es sur une petite cassette, tu sais pas où est-ce que ça va te mener. 40 ans plus tard presque, on est en train de parler de toi dans un podcast, en train de dire que t'as le premier enregistrement du... C'est fou, hein? C'est fou comme Ouais. les petites étapes, là, ils deviennent C'est ça. gros, man. Fait que toutes leurs cyphers qu'ils ont fait pendant cette émission-là, ben pas toutes, mais certains ont été enregistrés, on les a retrouvés. Puis c'est là où on peut prouver. Puis il y a des tunes, il y en a que c'était pas juste des cyphers, c'était vraiment, il allait l'après-midi, c'était pas live, Ouais. c'était comme, on enregistre une chanson, puis ça devenait, quand il diffusait au travers des autres chansons. Fait que tu pouvais avoir Stevie Wonder, après ça, une track justement de Wavy Wanda, Baby Blue, puis après ça, tu y allais avec, je sais pas moi, n'importe quel track de Cameo, genre de cette époque-là. Wow. Puis, fait que le monde enregistrait les émissions, puis après ça, ils réécoutaient. Puis les autres, ils pensaient que c'était juste des artistes, mettons, qui venaient de New York, quelque chose comme ça. Fait que Wavy Wanda, Baby Blue, deux ados, il y avait 16 ans, 17 ans peut-être, eux autres, il y avait un fanbase de monde qui allait dans les magasins puis qui disait « Je peux-tu avoir le disque de Wavy Wanda? » Puis le monde dans les magasins de disques était comme « There's no such thing. » Tu sais, s'il n'y a pas de disque de Wavy Wanda, Baby Blue. Parce que pour eux autres, s'ils l'entendaient à la radio, c'était une artiste américaine, big, ils savaient pas que ça pouvait être local, puis tout. Fait que c'est comme ça que ça C'est comme... spécial, man. C'est ça. Fait que tu sais, tu peux vraiment imaginer, parce que c'est vraiment ça qu'ils m'ont raconté, legit des kids avec des boombox qui se promènent, qui écoutent les émissions enregistrées de Michael Williams, puis là, il y a les chansons des premiers rappers à Montréal qui jouent au travers d'un paquet de trucs. Il n'y a rien de plus hip-hop que ça. Puis je pense, tu disais, comme tu t'imagines 40 ans après, la passion du monde qui l'ont enregistré, qui s'en rappellent, qui veulent t'en parler, puis toi, ta passion d'aller le chercher, c'est ça qui a mené au fait qu'on peut le mettre sous papier, puis vraiment le solidifier historiquement aujourd'hui. Il y a un événement que je pense qu'on peut aussi définir comme une pièce importante de l'histoire, c'est celui où est-ce que Michael Williams, il a été MC, c'était quoi encore le nom? C'était Breakdance 84. 84. So, est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'importance de ce moment-là? Ouais, man, parce que tu sais, cette première cohorte-là, moi je dis ça comme ça parce que c'est un peu ça, tu sais, c'est comme si ces gens-là, ils avaient tous gradué, puis ils sont disparus après aussi, tu sais, fait que c'est comme lui, Michael Williams, il a parti de son émission de radio ici, puis il a gradué, il s'est rendu à Much Music, puis on l'a comme perdu de vue un peu. Il y en a d'autres qui ont déménagé aussi, il y en a qui avaient trop de hate juste avec comme les guerres qu'il pouvait y avoir ici aussi qui sont disparues, tu sais. C'était chaud. Oui, puis il y a aussi les gens qui sont partis parce qu'il y avait aussi toutes les tensions politiques. Ça, c'est important de le dire. On est après le premier référendum, man. Puis il y a vraiment une fracture dans la société québécoise qui se fait. Puis ces gens-là, ils se sentent pas inclus, man, Dans le dans climat la société social. québécoise. Puis c'est important de le dire, puis c'est important d'en parler. Puis pour moi, tu sais, comme étant francophone blanc, j'ai fait comme genre, oh man, ok, c'est fou. On a vraiment heurté des gens avec ce projet-là. Il y a des gens qui avaient envie de faire partie de cette société-là puis qui se sont sentis mis à part, man. Puis aujourd'hui, je fais comme, ah, OK, man. On dirait que des années... Moi, j'étais pas là en 80. 94, j'ai pas pu voter, j'étais trop jeune non plus, mais tu sais, j'ai fait comme, OK, on dirait que j'ai comme compris la rupture. La rupture, man, la fracture, ce que les autres ils ont vécu, comment ils se sont sentis rejetés de cette société-là, tu sais. Puis, bref, tout ça pour dire que ces gens-là, donc, ils ont décidé de s'exprimer, entre autres, autour de ça, tu sais, du fait qu'ils se sentaient aussi à part de tout ça, puis qu'ils ont décidé de s'exprimer autour de tout ça. Puis, ce premier crew-là, tout ce qu'ils ont construit, autant l'émission de radio que les breakdancers qu'il y avait autour d'eux, que toutes presque le seul DJ, Butcher T. Il y en avait d'autres, mais celui qui accompagnait les MC, c'était Butcher T le plus important. Puis quelques bandes aussi qui étaient plus dans une espèce de boogie funk qu'il y avait à cette époque-là. Là. C'est comme tout ce que de Voyage Funktastic font jouer. Là. Wallopy, Dr. Mad, pour le reste. J'aime ces gars-là. Je les connais pas perso, mais je suis ce qu'ils font, man. Ils sont incroyables. J'assistais à quelques-uns de leurs c'est un gros soirées. producer de rap, puis Oui. Wallopy, il était un MC back in the day. Pour là. vrai? Je savais pas ça. Ah ouais, c'est malade. Mais tu sais, ce son-là aussi faisait partie un petit peu de la scène hip-hop parce qu'il y a des groupes comme ça, comme Chukon, qui avaient joué ce soir-là. Bref, tout ce monde-là se ramasse au Spectrum pour une compétition de breakdance. Puis il y a des MC qui vont jouer, il y a des bandes qui vont jouer. Michael Williams va animer l'émission, toute la patente. Et c'est vraiment le summum de toute cette première cohorte-là de gens. Et c'est là où les médias nationaux comme Radio-Canada, The Gazette, La Presse... Quand même. Oui, là, ils vont s'intéresser à ça sérieusement pour la première fois. Ils vont faire des reportages, ils vont faire des articles. Fait que c'est comme là... Mais l'affaire, c'est que c'est comme
mort après ça parce que Michael Williams, il avait déjà commencé à aller à Much Music. Puis c'est lui le fédérateur, c'est lui qui rassemblait les gens. Puis les autres, tranquillement, sont partis. Il y en a qui ont fini le secondaire, il y en a qui ont fini le cégep ou whatever college, peu importe. Puis ça s'est séparé un peu. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'il y a eu qu'on n'a jamais entendu parler d'eux autres. C'est que c'est comme s'ils avaient gradué, pour ça que je dis cohorte, puis qu'on a... Ouais, ils sont allés étudier à un autre Ils sont place. allés faire leur vie, man. Puis Je trouve important ce que tu as dit sur comment toi tu te positionnes par rapport à ça, parce que dans l'intro du livre, c'est vraiment clair. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les livres de l'histoire du rap au Québec. Il y en a eu d'autres, les boss du rap et d'autres. Oui. Où est-ce que tu places ton ouvrage dans... Tu sais, t'es arrivé après les livres, où est-ce que tu les places là-dedans? Puis peut-être nommer les livres pour les gens qui écoutent. ouais, écoute, Capo à la mort, les boss du Québec, man, ce gars-là, il a fait une job incroyable. Il a rassemblé du knowledge dans son livre. C'est fou. Puis là, on est en lien en ce moment. On Nice. était supposé de faire, en fait, man, on devait faire une conférence ensemble à Level Up. Ah ouais, Oh, bon, ouais. ça, ce serait un autre sujet, mais ouais. C'est ça, fait qu'on n'entrera pas là-dedans, mais ça a été annulé, puis pour moi, ça fait vraiment chier parce que C'est mauvais pour la je culture. veux rencontrer ce gars-là. On se parle beaucoup, mais tu sais, par Instagram, là, whatever, Messenger. Fait que c'est juste comme... C'est dommage, man. on veut partager tout le knowledge parce que, dans le fond, moi, j'avais commencé mes recherches. Lui, son livre, puis j'étais là-dessus. Je l'ai commencé, je disais, 2012-2013. C'est une brique, man. Puis lui, son livre est sorti après, mais il n'avait pas vu ce que moi j'avais fait. Fait que il y a juste comme eu une espèce de mouvement de comme... comment je dirais bien ça? Les gens ont réalisé, certaines personnes ont réalisé qu'il fallait sortir les roots du hip-hop au Québec parce que là, ça commençait vraiment à se passer. 2010, il commençait à avoir une certaine renaissance à ce moment-là. Puis, dans le fond, lui, il parle un petit peu de Blondie B, tout ça, mais il ne les a pas rencontrés nécessairement parce qu'ils ont été super durs à retrouver aussi. Il a rencontré d'autres personnes. Fait que je pense que nos livres sont complémentaires, en fait, littéralement, parce que ce que moi, je raconte dans le mien, c'est vraiment, je donne la parole à des gens que j'ai retrouvés parce que moi, je ne m'approprie pas cette histoire-là, c'est pas la mienne. Lui, c'est son histoire à lui. Lui, il peut la raconter, puis il y a beaucoup, beaucoup de perspectives sociales que moi, je peux pas emmener. C'est pas à moi de le faire non plus, puis j'essaie pas de le faire, tu sais. Puis c'est pour ça que, lui, il a l'expérience first degree, puis moi, j'ai l'espèce de regard de journaliste que je suis content d'avoir une certaine distance quand même avec ça, parce que je peux analyser, je peux rencontrer les gens, je peux poser des questions un petit peu différentes là-dessus. Puis, dans ce Faites sens, une bonne équipe. je pense que oui, Ben man. ouais, c'est bon ça. d'avoir un œil un peu... Ouais. Fait qu'on sait qu'on veut travailler ensemble pour la Mhm. suite des choses parce que le livre, c'est un appel à travailler avec le plus Ah, de monde c'est qui vient de la dommage, ça. communauté possible. Il faut revoir cette conférence qu'elle se passe. Puis, C'est je veux sûr. aussi nommer dans le livre, Oui. c'est tome 1. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour le tome 2? Qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va être dedans, sans trop révéler. Puis, tu sais, tu peux aussi nous parler de sur quoi tu travailles en Ouais. ce moment. Là. Bon, ok. Si je me trompe pas, ça, c'est de genre 78 à 86. Celui-là, c'est 78-84 à peu près, justement, avec justement Breakdance 84. Pour moi, ça a comme un peu été la fin de ça. L'affaire, c'est que le prochain, ce sera pas 84 à 90, whatever. Ça va être genre 64 à 92, mettons. Ok, ça We're veut going dire que back even more. Ouais, Oh, c'est ça le man. problème. tu sais. t'élargis le spectre. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que je trouve important de raconter là-dedans, c'est l'histoire du soul au Québec. Mhm. Puis, parce que, veux pas, c'est l'affirmation, on va dire, afro-québécoise. Je vais le dire comme ça, parce que là, on parle en français. Pierre Purpall, entre autres, tu sais. Purpall qui fait partie de ce livre-là, C'est son ça. fils. Mais moi, j'ai les vinyles du vieux aussi. Voilà. Fait que son Ben. fils était breakdancer, puis lui, Pierre Purpall, c'était dans les années 60 le James Brown du Québec, man. Il a été le premier à avoir la coupe afro, à passer dans les émissions de télé, à faire les pas de danse comme James Brown et à chanter du soul et du funk. Fait que des gars comme lui sont hyper importants pour l'affirmation, tu sais. Puis je veux retourner jusque-là parce que aussi à partir de là, à partir des années 60, il y a eu des groupes, et je pourrais vous en... Je ne vais pas tout révéler, je ne vais pas tout livrer, Bien mais sûr. il y a vraiment des affirmations super importantes qui se font là. Puis je veux retourner jusque-là. Parce que, tu sais, quand on va dans les roots du hip-hop et qu'on parle des Last Poets, mettons, à Brooklyn, ben, s'il y a eu certains, je dirais pas équivalents, mais proches qu'il y a eu à Montréal aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui va être intéressant à sortir là-dedans. Fait que, bon, il va y Puis les avoir ça. breakbeats, tu sais, James Brown, ça fait les premières chansons de rap. Les joueurs de funk qui jouaient sur les disques de Dre, c'est un peu la même chose qu'on a pu voir ici. C'est Exactement. intéressant. On a parlé des DJ, on a parlé des MC. Mais il faut pas oublier une catégorie très très importante. Bien sûr le graffiti, mais les breakdancers à Montréal. Je pense que tu parles aussi des frères Chaka. Les frères bon. Chaka, man, sont incroyables. Et ces gars-là, c'est...
En fait, c'est toute une famille qui faisait des street dance dans les années 70 avant que le breakdance existe. Là. On parle de popping, de locking, de roboting, des trucs comme ça. Eux autres, ils regardaient, mettons, des émissions comme Soul Train puis tout, puis ils faisaient comme, OK, on va essayer de pogner ces moves-là, exact. Puis après ça, ils ont comme fait leur petite troupe de danse familiale, mais eux autres, ils arrivaient directement d'Afrique, se sont installés à Montréal, puis ils ont été vraiment victimes de racisme, etc. Puis un des deux frères, je pense que c'est Eugene, il me disait, man, si moi, ça n'avait pas été la danse, j'aurais peut-être tuer quelqu'un là, avec la frustration que j'avais d'accumuler sur le racisme que je vivais. T'sais. Ils étaient comme pratiquement les seuls blacks à leur école, dans leur quartier. Ils n'avaient pas Ça beaucoup non plus. C'est incroyable, c'est man, fucked up. Man, j'en reviens Shout pas. out. Fait que c'était un Ils ont exutoire. tourné ça en quelque chose de quand De même... positif, man. Ouais. C'est ça C'est allé à la télé and everything. Ouais, Right? c'est ça, après ça, man, ils sont devenus les danseurs de Boule Noire, puis ils ont fait des trucs avec Céline Dion quand ils étaient jeunes, puis ils ont été tournés Puis partout au Québec, puis c'est quand même incroyable. un coup... C'est quand même quelque chose d'assez spécial qu'ils ont fait pour être danseurs de Boule Noire, comme ils se sont imposés d'une certaine Oui, c'est ça, manière. ils se sont mis à danser, man, en avant du stage pendant un show, puis tout le monde a fait comme genre, what the... Ça, c'est une approche hip-hop. Il faut avoir du cran, là, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça, c'est une approche hip-hop. Puis le Boule Noire, tu sais, George Tristan, il a fait comme, venez danser de même on stage, c'est malade, puis ils les ont amenés avec lui en tournée, puis tout le kit, mais bon, fait que ces gars-là sont super importants, puis en plus, tu sais, quand que le breakdance est arrivé, mettons, Eugene, il a fait comme, OK, c'est moins mon truc, il a continué les street dance, mais il est allé plus dans des affaires acrobatiques, puis Johnny, lui, il est allé un peu plus dans le breakdance, puis ensemble, ils ont fait un disque qui s'appelle Shake Your Pants Breakdance, puis là, est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est comme la musique de breakdance? Mais tu sais, le funk de breakdance, c'est le premier rap ou non. C'est très difficile à déterminer en général dans l'histoire de la C'est musique. du genre de MC Hammer? Non, ben, avant Non, ça. c'est vraiment avant ça, c'est Parce comme... que j'essaie même- d'imaginer le style. Dr. là. Dre a fait Surgery, puis c'est genre... Ça ressemble à un peu les premiers beats. Yo, mais on c'est va très carrément te difficile mettre en entre le caméra discours, avec tes moves, hein? Ah non, mais oui, moi, je oui, sais oui, pas oui, danser. tantôt. Je suis un DJ, mais je sais pas danser, sauf que Mais, on peut pas faire autre chose que mettons ressentir. Rocket de Herbie Hancock des années Ouais. 80, tu sais. C'est ça. Les Les breakdancers Ok. adorent cette chanson, tu Tu sais. sais, c'est- là, tu fais comme, c'est quoi ça? Tu sais, c'est du Ouais. électro, Ok. c'est weird. Fait que bref, eux autres qui ont fait ce truc-là, ça venait de la culture hip-hop. Ils savaient que la culture hip-hop existait. Ils savaient exactement d'où ce qui venait ces gars-là. Tu sais. Fait que il y a quelque chose de super important là-dedans. Fait que c'est des personnages comme ça que je raconte. Mais juste pour finir sur la question de tantôt, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le tome 2? Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est que le tome 2, dans le fond, justement, va aller sur différents volets. Il va y avoir le livre, ça c'est sûr. Il va y avoir aussi une version documentaire ou deux Nice. versions documentaires. Et c'est là où Asma est déjà comme embarqué là-dedans. On est sur le bord de pouvoir révéler des affaires. Ok, il y a des choses qui se passent. il y a des choses qui se Ah, c'est vrai, passent. même moi, je suis là, je suis comme... Loki, il en sait plus que qu'est-ce qu'il dit en ce moment. Mais That's it, c'est bon, c'est le fun. Ouais, non, c'est important. C'était vraiment important ce qui va se passer parce que ça risque d'exploser en 4 volets. Fait T'sais, il va y avoir un livre, puis il va y avoir 3 autres volets. Fait que c'est là qu'on est, là. C'est bon de voir des projets qui se font, que ce soit des films, des documentaires, des livres et tout. On en a besoin. Puis, yeah, man. Puis toi, tu as suivi ton parcours. Yo, je vais juste suivre mes passions. Puis maintenant, j'ai vu récemment sur tes réseaux sociaux, parce que tu étais à Radio-Canada, à Rouen, tu sais, tu dis, il y a une belle culture, je sais que c'est confortable, mais tu as fait un move pour être un peu plus indépendant. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller encore plus loin? Parce que pour beaucoup de monde en journaliste, let's be honest, aller à Radio-Canada, c'est le summum. Ouais. On adore ça. Maintenant, tu es rendu où un peu dans la vie? Ben, check bien ça. J'étais rendu l'animateur de l'émission du retour de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est une émission d'affaires publiques. Fait que je parlais autant de politique que je pouvais parler de théâtre, de musique, de société, whatever. Je faisais 2h30 de radio live d'affaires publiques par jour. Puis j'adorais ça, honnêtement. Puis j'avais un gros salaire, man. Puis c'est super cool. Cependant, j'ai eu, justement, comme ça a commencé à miroiter les offres de pouvoir faire du documentaire autour de l'histoire du hip-hop. Puis je savais que si je me rendais pas disponible vraiment pour faire ça, que ça allait me passer en dessous du nez. Fait que là, j'ai fait, you know what, je vais devenir pigiste, je retourne, je me lance dans le vide. Je veux pouvoir développer le côté documentaire, je veux pouvoir développer le livre, toutes ces affaires-là, je veux pouvoir faire ça autant que je veux. Puis, fait que là, je continue, dans le fond, à faire plusieurs piges pour Radio-Canada. Fait que, tu sais, je suis chroniqueur pour la section art sur le site web de Radio-Canada. Fait que j'écris sur la musique. Excellents articles en passant. Merci beaucoup. Puis, tu sais, je fais juste commencer, puis c'est super le fun. Je fais des collabs avec des émissions comme On dira ce qu'on voudra, avec La soirée est encore jeune, avec Aujourd'hui l'histoire. Puis, je fais
aussi, je commence à la télé, man, avec l'émission Retour vers la culture. Nice. Sur ANTV, là, j'ai fait mes Ok. premières critiques. C'est les premières. Je l'ai même pas regardé encore, man. J'ai vu l'annonce là avec les animateurs. Il y a Vanessa aussi. Oui, Vanessa Destinée, man. Ouais. Asti que je l'aime. Hey, ça devient sérieux, c'est Fait que sérieux. c'est le bon choix parce que tu fais plus que ce que t'aimes, puis t'es libre de choisir comme un free agent ton sport, mais Radio-Can, they got your number, puis t'es présent C'est quand ça, il faut. exactement. Il y a comme, quand que j'ai mis ça out there que je lâchais mon émission, ben, il y a plein de gens qui sont venus me chercher en disant je veux que tu collabores avec nous, je veux que tu collabores avec nous, puis tout. Fait que là, il y a comme suffisamment de choses pour très bien vivre, en fait, puis pour me promener entre Rouyn-Noranda puis Montréal. Puis, tu sais, juste pour comme boucler la boucle de ma vie avec Rouyn puis Montréal, ben, tu sais, moi, mon grand-père faisait ça. Il avait sa maison à Baudry, le petit village où je suis né, puis il y avait, à côté de Rouyn, puis il y avait son musée dans le Vieux-Montréal. Il y avait un musée Marc-Aurèle Fortin, c'est qu'un des grands paysagistes. C'est pour ça, tantôt, j'avais comme l'image du paysagiste. Fait que, tu sais, j'ai comme grandi à moitié dans un musée, puis à moitié dans le bois. Fait que c'est comme, tu sais, l'histoire de l'art, pour moi, était comme tout le temps là, tu sais, puis Montréal a toujours été là aussi, puis tout. Fait que pour moi, ce besoin-là de me promener entre les deux commence à être répondu en ce moment, finalement, là, tu sais, d'avoir comme la tranquillité d'être dans le bois, puis après ça, d'avoir comme tout le hype de toute la vie culturelle à Montréal. Le meilleur des deux mondes dans tous les niveaux. Hein? Exact. Et justement, j'ai lu un de tes derniers articles, c'était pour la journée du disque québécois. Ouais. Tu as parlé de différents albums, mais ça m'amène à une question, puis si J7 était là, il dirait ça. Yo, toi, qu'est-ce que tu feels dans le rap québécois d'aujourd'hui? Shout out C'est qui Jay. tes groupes? Qu'est-ce que tu écoutes là, dans ton Spotify là, du rap Ouais. keb de maintenant? Honnêtement, je m'y attendais à cette question-là. Oh. Puis je l'espérais même parce que That's it. il y a vraiment tellement d'affaires que j'aime. Puis plein d'affaires aussi que j'écoute pas tant que ça. Mais j'ai mis tout de suite l'album de Jam avec Toast Dog là-dedans parce que je l'ai trouvé tellement bon, ce disque-là. Je trouve que, ouais, Beta, exactement, avec 3T, B-E-T-T-T-A. Jam, on l'entend pas assez, je trouve, en général. C'est qu'il est quand même low-key comme gars, tu sais. Puis, tu sais, il n'y a pas le flow le plus explosif de la Terre, mais j'aime toujours ses images, man. J'aime ça comment il est posé. Puis les beats que Toast, il fait là-dessus sont très soulful, sont très jazzy. Comme, tu sais, Toast aussi, c'est un gars que ça fait longtemps qu'il est là. Gros veteran. Ben oui, puis ça fait longtemps que je suis tout ce qu'il fait. Puis, Beaucoup d'expérimental aussi dans ce projet-là, puis les clips sont fous. Hein. ouais, puis comme quand ça a sorti, j'écoutais ça, puis là, j'ai tout de suite écrit à Toast, j'ai dit, man, pas de double hi-hat, pas d'autotune, pas rien. Genre, t'es retourné à quelque chose de très comme 90s, boom bap, sample-based aussi. Tu sais, il avait commencé dans le sample-based, puis tout. Il dit, ouais, j'ai fait comme un 360. C'est ça, parce qu'il est allé super expérimental, puis maintenant il est back. Et c'est ça, exactement. Parce que tu penses que le gars, il est parti avec Attache Tatuc, C'est ça, un sample des deux based. DJ. Puis après ça, il a comme développé avec Paisley, que là, sont allés un peu plus dans l'électro. Après ça, il a fait une couple de trucs qui étaient vraiment comme expérimentés. Avec Larry Kidd, puis c'est tout. ça. Puis après ça, ouais, il a fait un album avec Larry. Puis là, il revient avec, tu sais, comme des trucs. Bref, ça, pour moi, c'est vraiment dans les meilleurs projets. Je te cacherai pas que j'ai adoré l'album de Connaisseur Ticazo, man. Ben oui, C'est- normal. Ça fait de l'Est. l'unité. j'ai pas le choix de le dire. En même temps, je me dis aujourd'hui, si je dis ça, ils vont faire comme c'est même trop obvious, man. Tu devrais écouter des affaires plus. Tout le monde aime ça, c'est normal quand c'est des goats, là. Moi, Man, dos large. J'en parlais encore hein. avec Sam, Samuel Degarneau, Charles, Yeah, c'est yeah. grand chum. Big shout-out. Ben oui. Puis les deux, on n'en revenait pas, man. Du storytelling qu'il y a là-dessus aussi. Il est revenu comme si de rien n'était. Moi, je me rappelle avoir checké ses premières vidéos. C'est le rap à Montréal en une personne, puis Je il came reviens, back clean. je reviens du era du boom bap, mais je suis still relevant. Et un nouvel album qui arrive qui va maintenant être un peu plus moderne. Peut-être Ouais. qu'il va y avoir 2 GOAT albums en une année. Ouais, Inch'Allah, man. c'est complètement fou. Puis moi, je dois le dire, puis je sais que c'est pas, comment je dirais bien ça, c'est pas l'artiste la plus street ou whatever, mais moi, Calamine, je capote. Ok. Quand que ça a sorti, j'ai adoré parce que les beats là-dessus, le saxophone, il y a des trucs très, très jazzy. Elle est bonne on stage aussi. Puis il est bon on stage, puis son delivery il est bon, mais tu sais, ce qui m'a accroché le plus en partant, c'était les beats, parce que moi, c'est comme, je suis vraiment un sucker pour des beats jazzy, là. Si c'est très soulful, ça va venir me chercher tout de suite. Tu sais, tantôt, je parlais de Mind State, de Shades of Culture, on est exactement là-dedans, dans ce genre de mood-là. Fait que moi, quand c'est ce mood-là, tu sais, man, Guru, Jazz Mataz, toute la kit, man, je suis un sucker total pour ces trucs-là. Fait que c'est comme. C'est ça. Ça vient chercher mes cordes, là. Shout out, quand shout out. Ouais, puis, ouais, c'est ça. Avant de passer au Once Gotta Go, j'aimerais te demander, est-ce que c'est vrai que Montréal est la première scène canadienne de hip-hop? Et je suis surpris que les gens, peut-être, ils vont entendre ça parce que c'est peut-être la plus proche de New York, sais-tu? Parce que Toronto est plus loin. Pourquoi ça serait pas Toronto? Pourquoi Montréal?
Écoute, c'est ce que Michael Williams m'a dit. OK? Fait que OK. moi, je pourrais pas l'affirmer de moi-même, ça c'est sûr. Mais lui, il a resté à Toronto à partir de 84. Puis, selon lui, mais c'est peut-être parce qu'il est à Montréal, puis il m'a toujours dit, même s'il habite encore à Toronto, il m'a toujours dit, j'ai toujours resté Montréalais dans mon cœur. Ben, il vient de Cleveland, là, originalement. Là, Gros je veux dire, gars. c'est comme, mais lui, c'est Montréal qui est devenu sa ville. Montréal est devenu sa maison, puis la patente. Fait que c'est sûr que lui, il voit ce qui s'est passé ici, il a vu tout ça, puis il a fait comme, OK, man, nous, on était là, ça se passait vraiment, puis il peut testifier à propos de ça. Qu'est-ce qui se passait à Toronto pendant ce temps-là? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a pas vu? Je sais pas. Moi, j'ai commencé à avoir des trucs sortir comme quoi qu'il y avait quelques records qui se sont faits à Toronto aussi dans les early 80s. Fait que si quelqu'un faisait le même type de recherche pour Toronto que moi j'ai pu faire pour Montréal. History of Canada rap. C'est ça, C'est ça va ça, tu sais, devenir comme gros, One. là. Puis tu sais, Vancouver aussi, mais tu sais, c'est comme, on sait pas, mais comme un des éléments importants, c'est que la communauté jamaïcaine était très, très présente à Toronto. Il y a même des artistes jamaïcains qui habitaient là, qui viennent du era de Studio One et tout. Exact. Le toasting, les sound systems, si c'est qu'il y a la base de NDG puis le West Island de Montréal, c'est sûr ça se passait aussi Scarborough, Toronto. Voilà. Fait que c'est pour ça que moi, je fais attention pour pas... Tu sais, puis c'est pour ça que aussi, là, je reviens encore à Craig Morrison, mon maître à penser, mais il me dit toujours, il n'y a jamais un premier. Il y a toujours quelqu'un qui faisait quelque chose qui ressemblait à ça avant. Ouais. Sauf que Montréal, ça, on le sait, dès la fin des années 70, début des années 80, il y avait une scène hip-hop qui existait, qui était organisée, puis il y avait des gens dedans qui étaient impliqués, puis qui savaient ce qu'ils faisaient, puis qui avaient des allers-retours avec New ça. York. Ouais, c'est ça. Weekly. Mais tu sais, Weekly, là, il y avait un gars d'une boutique de disques, man, il partait avec sa van à New York, il allait chercher tous The les plug. nouveaux 12 Ouais. pouces, puis il ramenait à Montréal, puis là, tous les DJ attendaient la van pour pogner les 12 C'est pouces, ça. les plates, puis aller les spinner. Je veux dire, ça, c'est real. Ça revient souvent, ça, dans les histoires. Des gens, ils disaient, des fois, les invités qu'on reçoit, ils disent, ouais, j'avais mon cousin, ou même eux, personnellement, j'allais à New York, je revenais avec des CD ou des Tu tastes the cassettes. culture puis tu le ramènes puis tu le mets à ta sauce ici. Yeah, man. Exact. Là, on parle de vinyle, de voiture et de culture. Toi, tu es arrivé de Rouen aujourd'hui. Ouais. Tu as dit que tu as fait des stops parce que ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir le IG de Félix. Il y a un magasin vintage aussi. Ouais. Et je sais que tu es passionné. On est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on collectionne les vinyles, on collectionne plein d'affaires tout le temps. Yeah. Fait que là, on va Yeah. faire le One's Gotta Go. Vas-y, mon bro. Puis je vais commencer avec des choix déchirants pour toi. OK. Dans tes passions et tes collections. Parce qu'on sait, hein, qui veut séparer de nos collections aussi un Ouais. Est-ce que tu choisis... Fait que One's Gotta Go, il faut que tu fasses un doit partir, des Ouais, 4, ouais. puis le top 3 après. Ouais. Disque vinyle, t-shirt de groupe vintage, sneakers ou posters de show. A lot of history there. A lot of value as well. One's gotta go dans ce... Ouais. Vinyle, Ben, en fait, T-shirt, honnêtement, je sais, je peux poster, répondre sneakers. facilement. Tout peut partir sauf les vinyles. Je vais toujours... ça c'est la vraie réponse je vais de toujours DJ. acheter Ok, ça so au on a vinyle. le numéro ça, 1. c'est un reverse One's Gotta Go. Là. C'est C'est ça, ça. exactement. Puis Number One's one gotta for stay. life. One's La base de gotta tout le reste, j'avoue. S'il y a quelqu'un qui doit Il n'y a s'en pas aller de poster ou là-dedans, t-shirt sans ça, j'avoue. je vais dire les posters parce que ils vont peut-être être sur Internet. Tu peux les imprimer. Ça va devenir des gros. Des NFT. Puis là, entre sneakers et t-shirts, c'est une close, but still, puis ça fait partie du rap aussi. Sneakers, parce que là, je suis rendu là en ce moment, je suis tellement deep dans les t-shirts là, pour de vrai. Là. Écoute, juste avant de m'en venir ici, là, j'ai choisi un Borrow qui est un actuel. Là, Big shout-out au brand local, oui, c'est big ça, shout-out vraiment, au gros hip-hop shout-out à supporters. Borrow. Yeah, of course. Mais d'habitude, je porte juste du vintage, sauf des trucs Borrow, justement. Puis là, le mal de tête que j'ai eu à choisir le t-shirt. Bref, c'est sûr que les sneakers vont partir avant, mais tu sais, c'est ça. Si j'étais dans ma phase sneakers, j'aurais dit le contraire. Alright, ben c'est une bonne réponse. Un autre One's Gotta Go, encore plus ésotérique et difficile, Ouais. les styles de musique. Ouais. Metal, hip-hop, punk ou folk. Folk, Outta merci, here. bonsoir, c'est ça. c'est non, facile. même pas, non. Shout out Non, des guitares. non, métal en premier. OK. Le métal, Parce que jump le en punk premier. va... Ouais. OK. Le punk va toujours être là, ça c'est sûr. Moi, c'est comme, ouais, j'aurais pas le choix. Mais en même temps, tu sais. Pour la diversité. Si, genre. mettons, il fallait que je choisisse un style de tous les styles, le seul que je garderais, ce serait du soul. C'est la base. Tu peux aussi arguer que c'est la base du disco et du rap. Mais il juste- n'était pas dans la liste. Mais juste pour moi. Mais ça, il n'était pas dans la liste. Mais s'il y a un style sur la terre, tu sais, que moi, j'ai un sucker pour. Tu sais, quand je te dis qu'il faut que ce soit jazzy, que ce soit smooth, toute la J'aime tes patente. réponses. Moi, je suis un maniaque de sweet soul. tu sais. OK. Ben ça, c'est... En tant que DJ, je te feel, puis tu peux faire des beats avec.
Quelques recommandations de Oui. Sweet Soul pour les gens qui nous écoutent. Ah, man. L'album de Blue Magic, je pense qu'il s'appelle juste Blue Magic, de A à Z, man. Oh, tu peux pas te tromper avec ça, c'est complètement fou. Après ça, écoute, c'est sûr que tu sais, un des kings, c'est Curtis Mayfield. Tu peux jamais te tromper avec n'importe quel album de Curtis Mayfield. Puis surtout des late impressions. Il y a comme 3 late albums, des impressions. This Is My Country, Young Mods, je me rappelle plus du titre au complet. Ces albums-là, c'est complètement fou. Allez juste sur Spotify puis écrivez un de ces groupes-là puis ça va vous suggérer, ou les Lowrider Oldies sur YouTube là. Ouais, exactement. Ça fait partie de la culture hip-hop à New York et dans le West Coast. Puis je vais juste shout à East Harlem Singers, je pense que c'est juste ça. Ouais. C'est quoi le nom exactement? East Harlem's Band. En tout cas, Curtis Mayfield a produit des trucs pour eux. Puis ils ont comme. Il y a une tune qui s'appelle Giving Love. Là. Man, c'est juste comme. En tout cas, moi, je. Big shout out. Ouais, big ouais, shout ouais, out. ouais. Là, j'en ai un dernier parce qu'on parle du livre Go Cop This Book, checké pour le deuxième tome. Mais dans les groupes de rap québécois, par rapport à l'influence ou tes goûts personnels, Ouais. One's Gotta Go entre Mosaïen, Shades of Culture, Rain Man ou 8-3. Ah, 8-3. On M'excuse. Shout out à Deux Faces. Ouais, Il y a grosse Avec la influence au Québec, grosse influence sur le bilinguisme et les ventes, mais je comprends. Mais Et là, t'sais, dans les 3, Puis en plus, c'est l'épisode 8-3. Fait que c'est l'épisode Oh reste shit. 8-3. look at- This is another level, mais Ouais, ok, t'as j'aime le tes chercher. réponses directes, en tout cas. On n'a pas. This Ouais. is a rapid fire question. Shout out J7. Là, c'est Yeah, vraiment man, vite. big shout out. Mais là, Mosaïen, Shades ou Rain Man, moi j'ai de la difficulté avec l'influence. Puis t'en as un qui est Mosaïen, francophone, number un one. bilingue, puis un. Mais Shades, c'est important, là. No Moi, disrespect. Shades peut pas partir. Parce que je Non, mais les dans aime le top trop, 3, c'est quoi man. l'ordre? Ah, dans l'ordre, man. Oh my god. Ben, je vais mettre Shades en premier. Ah, mais je Ils ont veux. sûrement influencé les autres groupes. ça, C'est sûr, respect. parce que tu sais, il était là juste un petit peu avant les autres. pioneers. tu sais, fait que, c'est sûr, c'est ça, c'est des gros pioneers. Puis, fait que je dirais Shades, Mosaïen, puis Rain Man après, mais Big up, Colin, big up. Tout quand le même. monde est encore présent dans la culture. Shout out DJ Choice, puis tout ça. C'est ça. DJ Storm aussi. Mais tu sais, quand j'étais jeune, mettons, j'ai écouté Shades en premier, Rain Man en deuxième, puis Mosaïen en troisième. Fait que pour moi, ça s'est fait dans cet ordre-là. Fait que ça, Toute ta musique plus ça, c'est- aussi. Ça, c'est Alright. comme ça, ouais. Voilà. That sounds good, man. Yes, sir. So, yo, big shout out à Félix. Allez vous cop le livre Les racines du hip-hop au Québec. Vous savez déjà comment ça se passe. C'était votre boy le 11. Aujourd'hui, il y avait DJ Asma dans la place. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 83 et on se revoit très très bientôt. Peace out.